Alors, je crois que c'est le signe que nos débats peuvent commencer. En vous remerciant d'être venus aussi nombreux, même si j'ai du mal à vous voir avec les lumières, mais j'ai pu constater que pour une fois, l'architecture ne laissait pas indifférent. Mais nous allons évoquer ce sujet donc durant une bonne heure ensemble, qui est latéral au thème principal du festival et en même temps consubstantiel. C'est un peu paradoxal. Le festival se dénomme donc les Utopiales. Il est centré autour de la science-fiction, autour des outils numériques, autour des récits alternatifs. Et il s'inspire d'une notion qui est, quoi qu'on en ait, native du projet d'architecture, c'est-à-dire consanguine un peu. L'utopie, c'est Thomas More, c'est 1516, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une île, mais cette île, elle va être, au fur et à mesure des siècles qui vont s'empiler depuis le XVIe siècle, elle va être réexplorée, exploitée, revisitée par les architectes à travers de nombreux projets de papier, qui est une caractéristique de la profession d'architecte qui est à la fois soumise à la commande, c'est-à-dire que c'est une profession artistique qu'on ne peut pas produire avant de séduire un commanditaire, donc extrêmement contingente, et en même temps, sans allusion aucune, et en même temps, elle est libre par ses projets de papier. C'est-à-dire que ce sont aussi ces projets utopiques et ces projets de papier qui expliquent que l'architecture existe en tant qu'art. Sinon, l'architecture ne pourrait pas être un art, elle serait entièrement soumise à la demande. Et donc, ces projets utopiques, je ne dirais pas qu'ils sont aussi importants que les projets réalisés, mais presque, d'une certaine manière. Et d'ailleurs, un de nos participants à la table ronde a longtemps travaillé au sein d'une agence qui a été célèbre pour un de ses projets non réalisés, qui était la Tour sans fin, que Jean Nouvel a imaginé pendant des années en lisière de la Grande Arche à la Défense, et qui n'a jamais été réalisé, qui est pourtant célèbre et qui existe dans les esprits. Et c'est sans doute autant grâce à cette tour sans fin que grâce à nombre de bâtiments qu'il a pu réaliser par ailleurs, que Jean Nouvel existe en tant qu'architecte. Donc on est dans l'ambiguïté de l'architecture par rapport au construit et par rapport à l'imaginé, au perçu, au vécu, à, à un récit alternatif, si vous voulez, qui pourrait se créer, au sein duquel l'utopie a toute sa place. Bon. Et nous allons donc l'évoquer avec deux collègues. Un collègue qui a particulièrement travaillé autour de ces avant-gardes au sein d'une institution qui s'appelle toujours le Frac Centre, qui est Aurélien Vernant, mais je le laisserai se présenter. Il commencera par une projection autour d'un architecte que vous avez pu voir dans le hall, dont les dessins sont exposés. Et puis un autre collègue que je vais laisser se présenter, qui a justement travaillé chez Jean Nouvel il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, dont il a tiré une BD dont je conseille vivement la lecture, qui est très stimulante et qui, je pense, est une excellente clé d'entrée pour des jeunes lycéens, par exemple, qui souhaiteraient intégrer une école d'architecture. C'est un bon avertissement. Souvent, l'architecture n'est pas très connu hors des limites du cercle des spécialistes. Hein. Je dis souvent aux étudiants que j'ai chaque année, si vous voulez faire connaissance avec quelqu'un, parlez-lui de littérature. Tout le monde a eu une approche au lycée, au moins. Parlez-leur de musique. Tout le monde a une idée sur la musique préférée. Ne leur parlez surtout pas d'architecture, sauf si eux-mêmes ou elles-mêmes sont en école d'architecture. Donc l'architecture a un côté un peu mystérieux pour le profane, et pourtant, c'est un autre paradoxe de l'architecture. L'architecture est la forme d'art à laquelle nous sommes confrontés sans l'avoir cherché. Si vous voulez lire un livre, vous êtes obligé d'aller dans une librairie ou une médiathèque. Si vous voulez écouter de la musique, vous êtes obligé d'aller sur Spotify, par exemple, et de mon temps d'acheter un CD. L'architecture, en revanche, c'est la forme d'art à laquelle vous avez accès sans l'avoir cherché, éminemment public. Et pourtant, largement ignoré du public élargi, au moins dans ses enjeux spécifiques, disciplinaires, disons. Voilà, donc ce sont ces paradoxes qu'on se propose d'évoquer avec vous, en centrant notre propos autour de l'utopie, qui est, disons, un genre occidental, un genre insulaire, majoritairement urbanophobe, énormément de projets utopiques avec des comptes à régler avec la ville, et puis je dirais aussi généralement masculin. Bon, voilà. C'est ainsi, à grands traits, l'utopie telle qu'on pourrait la qualifier
dans son histoire et dans ses projets. Donc il naît avec Thomas More sur la figure de l'île, cette figure de l'île étant prolongée ensuite avec la Cité du Soleil de Campanella, et puis encore prolongée un siècle plus tard par la Nouvelle Atlantide. Bref, c'est un genre vraiment avec des règles du jeu particulières sur un territoire circonscrit. C'est un genre qui a aussi beaucoup partie liée évidemment avec la politique, dont nous causerons ensemble. C'est un genre qui est datable de manière très paradoxale, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que l'utopie se situant hors du temps, hors de tous les temps, dans la projection vers un futur, pourtant se révèle à l'examen et dans la succession des projets utopiques, dits utopiques, extrêmement bien datables. Toutes les utopies sont de leur époque. Et ça, c'est un paradoxe assez marquant quand on s'intéresse à cette question, mais c'est ainsi. D'une certaine manière, les images d'une époque sont inaliénables. Elles n'appartiennent qu'au temps qui les a vues s'imaginer, se mettre en forme à travers des projets. Quelle que fût leur projection, je dirais, vers le futur. En fait, elles marquent les images de souhait d'une époque. Et ça, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est Ernst Bloch qui l'a dit de manière bien plus intelligente que moi dans le principe Espérance. Il a dit que toutes les images étaient inaliénables, en fait, que l'histoire de l'utopie était vouée à rester accolée, scotchée, pour ainsi dire, au temps qu'il avait vu naître. Sont les rêves éveillés, poursuit Ernst Bloch, qu'un collectif, une collectivité se donne à un moment donné. C'est le pas encore, en fait. Le pas encore qui révèle les souhaits d'une époque. Alors, j'ai oublié de me présenter. Je suis sociologue et je vis chez les architectes depuis plus de 30 ans. Donc j'ai une position ambivalente. Je connais très très bien leur culture et en même temps, je ne suis pas architecte moi-même. C'est ce qui explique la raison pour laquelle je passe le micro aujourd'hui à mes deux collègues qui sont plutôt plus les pieds dans le milieu de l'architecture d'une manière ou d'une autre. Justement, je vais passer la parole à Aurélien Vernant, qui va se présenter en quelques minutes et qui va nous dire justement ce que nous dit de son époque cette utopie que vous allez bientôt voir affichée sur l'écran, qui sont les projets de Joseph Jankovic. Merci Jean-Luc. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci aux Utopiales, à Axel Rose et son équipe pour cette invitation. Je suis effectivement historien de l'art et depuis près de 20 ans bientôt, je navigue moi aussi dans le monde de l'architecture. Je ne suis pas architecte de formation, mais je m'intéresse, on va dire, à la culture architecturale et à l'imaginaire de l'architecture depuis un peu près de 20 ans. J'ai travaillé effectivement pour des musées, pour des collections publiques assez célèbres liées à l'architecture du XXe siècle, comme le Centre Pompidou à Paris, et pendant près de 10 ans au Frac Centre à Orléans. La directrice du Frac Centre aurait dû être avec nous également cet après-midi, Christelle Kirchstetter. Je vous prie de l'excuser pour son absence, elle est souffrante. En tout cas, le Frac Centre qui noue un partenariat cette année avec les Utopiales, parce que chaque région française a un FRAC, un fonds régional d'art contemporain. Celui de la région Centre-Val de Loire à Orléans développe depuis 30 ans une collection exceptionnelle autour de l'utopie, autour de la relation de l'architecture à l'art. Et donc c'est une archive exceptionnelle avec plusieurs milliers de maquettes, de dessins, de collages, de travaux lié à l'architecture dans ses phases d'émergence, dans ses phases préparatoires. Ce sont des très belles maquettes, des très beaux dessins comme celui que vous voyez là, qui est issu de la collection du Frac Centre Val de Loire, qui regarde la manière dont les architectes produisent du projet, produisent de la perspective. Et voilà. Donc j'ai été responsable de cette collection pendant près de 10 ans. J'ai eu la chance de voyager pour rencontrer des artistes, des architectes ou leurs familles. J'ai eu la chance d'aller en Slovaquie pour rencontrer Joseph Jankovic, qui est décédé il y a 8 ans, mais qui a traversé les années du communisme, qui est né en 1937. Et il me semblait intéressant quand les Utopiales m'ont donné carte blanche d'introduire cette œuvre hein, qui est assez méconnue et qui, de mon point de vue, revêt un caractère assez spectaculaire, assez fascinant, qui dialogue de façon assez évidente avec la science-fiction.
Donc, l'exposition que vous avez peut-être vue, elle réunit donc une vingtaine de dessins autour de Jankovic. Et puisqu'on part de l'œuvre de Jankovic, comme l'a dit à l'instant Jean-Luc, il est fondamental, Jean-Louis, pardon, excuse-moi, il est fondamental de rappeler que ces visions, ces productions architecturales n'ont de sens que si on comprend le contexte qui les a vus naître. Jankovic, il est marqué évidemment par le contexte communiste, le contexte des années sombres dans lequel il a vu le jour et dans lequel il a travaillé, œuvré. C'est un artiste qui a étudié à Bratislava en Slovaquie, à l'école des Beaux-Arts, à l'école des arts appliqués, donc il a une culture assez transversale du rapport à l'espace et qui dès les années 60 produit des sculptures et c'est un artiste qui travaille en relation avec des architectes communistes comme Dusan Kusma qui est l'auteur de ce monument à la gloire du soulèvement slovaque contre l'ennemi nazi. C'est un bâtiment des années 60 et le jeune Jankovic en tant que sculpteur va participer à des projets donc dans la relation à l'espace, à la culture nationale ici. Il faut savoir qu'il nourrit aussi une culture d'avant-garde et une forme de critique à l'endroit du communisme assez tôt dans sa trajectoire, ce qui fait que la sculpture que vous voyez en bas de l'écran sera déposée après le printemps de Prague et ne sera réinstallée que 25 ans plus tard, quand après la chute du communisme, il sera à nouveau réinvesti d'une forme de gloire. Parce qu'effectivement, le printemps de Prague en 1968 est un épisode sombre de l'histoire européenne qui est marqué effectivement par une tentative avortée de démocratisation à l'Est, en Tchécoslovaquie, alors que le premier secrétaire du parti communiste, Alexandre Dubček, tente d'introduire un mouvement de démocratisation, une infléchisation du communisme dur, qu'il appelle la doctrine du socialisme à visage humain. Donc la notion, vous voyez, du visage humain infuse l'œuvre de Jankovic, donc on en reparlera, est brutalement arrêté par les chars soviétiques qui débarquent au mois d'août 1968 et qui écrasent littéralement ce mouvement, ce printemps, ce mouvement de liberté. Et vous avez en bas de cet écran l'image d'un corps, parce qu'il y a eu des dizaines de morts. Et donc le régime va basculer va prendre un tournant extrêmement autoritaire sur la base duquel Jankovic se met à dessiner ces fameuses visions. Voilà. Et donc ça me semblait intéressant de montrer la réalité d'un corps mort et violenté, meurtri, parce que c'est cette image qui effectivement nous permet d'entrer dans cette œuvre. Donc je vais essayer d'accélérer parce que j'ai pas mal d'images et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Effectivement, l'exposition présente les 4 premiers dessins qui montrent effectivement des corps humains, des silhouettes neutralisées, neutralisées face ici à un environnement qui revêt d'entrée de jeu la dimension allégorique de cette œuvre, puisqu'on a un environnement coercitif, un lieu d'enfermement avec un livre, métaphore de la culture, du savoir, de la connaissance, mise en difficulté par le régime communiste. Et il va produire ensuite 3 dessins qui sont présentés dans l'exposition qui introduisent le langage de l'architecture. Je l'ai dit au début, mais Jankovic a une culture architecturale. Donc c'est quelqu'un qui joue avec les codes de l'histoire de l'architecture moderne. C'est quelqu'un qui a voyagé dans les années 60, qui a été à Vienne, à Paris, à un moment où c'était un peu plus ouvert en Tchécoslovaquie. Donc il a une connaissance par les livres, par la culture à l'Ouest, notamment du style international, du travail de la référence canonique des modernes, Le Corbusier, etc. Et donc dans ses dessins, il décrit de façon ironique comment fonctionnent ces environnements qui sont des lieux, dit-il, de consolidation, de normalisation, de collecte d'informations. Et donc on voit émerger des environnements sans horizon, avec des sols qui bougent, où la perte des repères est en mouvement, l'écrasement est en mouvement. Ici, des environnements avec des ampoules, des choses qui aveuglent l'individu, ou des dispositifs aussi pour récolter des informations sur écoute. Donc
Et ce qui est troublant, et je faisais la remarque à Aurélien tout à l'heure en visitant ensemble l'exposition, c'est que quelques années plus tard, en Allemagne de l'Ouest, lorsqu'on va emprisonner les gens de la fraction Armée Rouge, de la bande Abadère, euh, on, on les, comment dirais-je, on les disciplinera par la torture sensorielle, la blancheur sensorielle et des cellules blanches éclairées en permanence avec les sons étouffés. Et c'est troublant qu'à l'Ouest, on ait aussi imaginé, mais de manière tout à fait, non pas de masse, mais pour quelques individus, des dispositifs qui sont comparables à ceux qui sont dessinés ici. Effectivement. Et après cette phase de travail, il va radicaliser son approche du dessin. Donc pour être très clair, Jankovic, après le printemps de Prague, ses sculptures sont soit détruites, soit déposées, c'est-à-dire qu'on les enlève, on les stocke ailleurs. Il est viré de l'Union des artistes officiels par le Parti communiste. Et donc, il se réfugie dans la clandestinité. Il n'est pas emprisonné littéralement, mais il n'a plus accès à la commande publique, aux expositions, et il se met à produire cette œuvre dessinée. Et donc là, on voit ce travail de condensation, ce travail de synthèse entre la figure humaine dans sa singularité, pour rebondir sur le mot de cette édition, et des formes d'infrastructure, des formes architecturale, avec effectivement un mécanisme que connaît bien l'utopie, que connaît bien la science-fiction, cette forme de condensation, de collage, avec effectivement ces jeux d'échelle aussi, un certain nombre d'ingrédients qui sont extrêmement récurrents dans la science-fiction, des formes d'extrapolation, des formes de machines. J'ai appelé cette expo vision-machine, parce qu'il y a à la fois le rapport de l'utopie à la vision, évidemment, et puis ce rapport systématique à la technologie, à la cybernétique, à la connaissance scientifique qui infuse dans toute cette œuvre, avec des dessins qui ont en commun une espèce de froideur absolue, le rapport inerte, le rapport au béton, le rapport encore une fois, à ces silhouettes, à ces corps humains mis en difficulté, monumentalisés, fragilisés, le rapport aussi au langage, le langage des formes, le langage des signes, avec une forte dimension symbolique, un rapport à l'allégorie, à la monumentalisation. Et ce qui est paradoxal aussi, tu as dit qu'il était tout à fait au fait des avant-gardes de son époque, du modernisme finissant, et en même temps, nous en discutions tout à l'heure, il a été formé aux Beaux-Arts et ça se voit aussi dans ses planches, c'est-à-dire que la symétrie et la composition, il maîtrise. Oui, et puis il faut l'imaginer seul dans son atelier, dans un silence tellement lourd et connoté, où effectivement il y a quelque chose d'un exercice de composition, quelque chose d'assez froid, solennel, intime, et qui est assez bouleversant. C'est un homme que j'ai rencontré, qui était un homme taciturne et silencieux tout au long de sa vie. C'est un homme brisé. C'est un homme brisé jusque dans son corps. C'est un homme qui boitait. C'est un homme... voilà, enfin, je suis assez ému parce que cette exposition, je pense il serait très heureux de l'avoir dans un contexte comme celui-là. Sa culture architecturale, il connaît le langage par la culture de l'URSS aussi, hein, de ce qu'on a appelé le mouvement, enfin le motif de la mégastructure, hein, l'architecture du XXe siècle, à l'Est comme à l'Ouest, elle cherche des solutions pour le plus grand nombre, elle cherche à développer des formes d'industrialisation du logement, de l'habitat, et donc voilà, lui, il dessine, comme vous le voyez ici, avec cette silhouette humaine dont on ne sait pas très bien enfin, elle est entremêlée à toutes les échelles de toutes ces visions spectaculaires. Et il y a beaucoup d'ironie, hein, il y a beaucoup d'humour. Il y a cette distance par rapport à ce réel. On est dans un hyper-réalisme en même temps qui cherche à mettre de façon désespérée de la perspective et de la distance par l'humour, par l'ironie, avec ici un projet de quartier résidentiel destiné uniquement aux artistes nationaux officiels, des projets de résidence qui s'avèrent être des bunkers. Et le public aura compris qu'on est dans la face sombre de l'utopie, la dystopique, hein, évidemment. Merci, je ne l'ai pas dit, mais effectivement, on parle de contre-utopie ou de dystopie dans cette vision noire et désespérée. J'accélère. Un projet d'hôtel sur la Lune pour les membres du Parti communiste, parce que, effectivement,
pour le coup, aussi bien le bloc de l'Est que le bloc de l'Ouest ont en commun cette fascination pour la conquête spatiale, pour la cybernétique, cette guerre, cette compétition acharnée. Et on en reparlera dans un instant avec les productions de la futurologie à l'Ouest. Mais à l'Est, ici, il se trouve que c'est un des aspects incroyables de cette œuvre et de Jankovic, qui est aussi un pionnier de l'art numérique, puisque, histoire dingue, il a accès en Tchécoslovaquie, à Bratislava, à l'Académie des sciences, entre 1976 et 1980. Il a accès 1 à 2 fois par semaine dans la clandestinité au seul ordinateur du pays. Enfin, un des 2 ordinateurs du pays, parce qu'il y en a un à Prague aussi, un ordinateur qui doit faire à peu près 300 mètres carrés. Et il est ami avec un étudiant qui n'est pas encore, qui s'appelle Dubrok et qui n'est pas encore diplômé à l'époque, mais qui est un scripteur, qui crée des lignes de code et qui littéralement va traduire sous forme de lignes de code les visions utopiques, dystopiques de Jankovic, et après quoi l'ordinateur, par un périphérique et un traceur, un stylo connecté à l'ordinateur, va imprimer, en 1976, va produire ces diagrammes où on retrouve effectivement le corps humain fragmenté et en même temps mis en scène dans des formes d'urbanisme, de territoire. Voilà. Et donc j'accélère, désolé, mais c'est vraiment une œuvre incroyable et je trouve ça extrêmement sympathique que ce soit les utopiales et le monde entre guillemets de la science et de la science-fiction qui le mettent dans la lumière pour une des premières fois en France. J'accélère et je continue sur ce qui se passe à l'Ouest. Du coup, il se trouve que donc j'ai eu la chance, comme je le disais, d'aller en Europe de l'Est pour réfléchir à ce que c'est que l'architecture expérimentale en Europe de l'Est dans les années 60-70. Donc j'ai croisé Jankovic sur mon chemin et on a fait rentrer les dessins que vous avez vus dans les collections publiques françaises. J'avais, dans les années précédentes, travaillé sur l'utopie en architecture en Occident en général et plutôt en Europe occidentale, en France notamment. Il se trouve qu'en France, on a quelqu'un de très important qui s'appelle Michel Ragon, qui est quelqu'un qui est important pour la culture architecturale de la deuxième partie du XXe siècle, quelqu'un qui est nantais, qui a un parcours très riche, qui est lié à la culture ouvrière, à la littérature prolétarienne, à une culture de l'anarchisme, à beaucoup de choses, qui était féru de science-fiction d'ailleurs, et qui, dans une de ses nombreuses casquettes, est quelqu'un qui, à partir de la fin des années 50, il était critique d'art, il était basé à Paris, il a écrit sur le pop art, sur les nouveaux réalistes, il fréquentait les galeries parisiennes et il se prend de passion pour l'architecture, un bon anarchiste, connaisseur du 19e siècle, et il se met à poser il va produire des articles et des livres sur la prospective, la futurologie et le futur de l'architecture. Et il part du constat tragique, selon lui, qui est qu'on envoie des hommes dans l'espace, on envoie des satellites dès les années 50, on a Spoutnik en 1957, on a cette course fulgurante au progrès, à la croissance, avec tout ce que vous connaissez de l'explosion démographique, des Trente Glorieuses, du consumérisme, de tout ce qui se met en place dans l'après-guerre, avec une vraie urgence à reloger, à construire des habitats nouveaux, et il écrit, si vous voulez, que l'architecture n'a pas pris le coche, est en retard, et voilà, donc produit les grands ensembles, qui sont sans doute une émanation des visions qui datent des années 30, de Le Corbusier, pour le plus grand nombre, mais qui, clairement, manquent de ce saut technologique, puisque l'heure serait plutôt à envoyer, à construire une architecture qui offre à l'humanité tout entière l'enjeu de la communication, l'enjeu des nouveaux matériaux. C'est très concret là ce dont on parle, c'est-à-dire que Michel Ragon et les architectes qu'il va fédérer autour de lui pensent littéralement de façon très réelle qu'on va tous habiter sur Mars en l'an 2000. Il l'écrit en introduction de son livre. On est dans cette terreur, à la fois la terreur nucléaire liée à la guerre froide, la terreur de la démographie. Donc il faut accélérer, il faut sauter le pas. Et donc vous avez l'émergence d'une architecture cybernétique qui existe essentiellement à l'état de papier, parce que, encore une fois, tout ce qui se construit dans l'urbanisme des années 60, c'est plutôt les grands ensembles et c'est plutôt des choses qui sont très vite contestées par les avant-gardes architecturales. Mais vous avez cette jeune architecture fascinée par le futur, par cette culture pop, par ces nouveaux modes de vie. Vous avez ici Buckminster
Mr. Fuller, qui est un ingénieur très célèbre, qui produit, ici c'est dans le cadre d'une expo universelle, donc c'est dans des contextes d'expérimentation, mais qui produit des visions, si vous voulez, architecturales, des dispositifs qui sont liés à la connaissance, au savoir, à une vision d'une architecture synthétisée par le calcul. Et voilà, le Fraccentre, l'institution dont je parlais tout à l'heure, archive tous ces dessins, ces maquettes. On voit surgir des projets de mégastructures, des projets d'habitat de ville, qui sont des traductions, des transcriptions matérielles de cette entrée dans l'ère du futur, de la cybernétique, de la connaissance, de la mobilité à outrance. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Le public aura compris que là, l'utopie prend tout son sens dans la mesure où elle devient un outil critique du réel. C'est-à-dire qu'elle fixe un horizon critique. Et on n'est pas dans la perspective un peu plate, un peu oiseuse du réalisé, réalisable. Ah, on l'a déjà réalisé et on connaît l'erreur des lendemains qui chantent, là où ça nous a menés. Ici, d'une certaine manière, la question ne se pose pas. C'est plutôt un horizon critique à partir duquel on va pouvoir ébaucher une sorte de procès des grands ensembles dont tu as parlé tout à l'heure et d'un réel qui a d'ores et déjà déçu. Et on échappe un peu à cette, je dirais, à cette restriction habituelle. Quand on vous parle de l'utopie, on vous dit ah, on a déjà essayé, ça a raté. Et donc le projet architectural permet de faire un pas de côté et de retrouver cet horizon critique. C'est souvent des étudiants qui produisent ces projets. Mais ça dit quelque chose de l'époque, et d'une époque dans laquelle il y a visiblement un espace pour de la projection, pour du mouvement, pour effectivement une époque où le futur est monnaie courante. Voilà. Donc dans ces grandes visions urbaines et architecturales, souvent les architectes, les étudiants construisent des maquettes, comme ici, des maquettes spectaculaires, où vous avez le principe d'une ville cybernétique, une infrastructure technologique totale, spatiale, qui sort de la gravité terrestre, qui a vocation à coloniser, conquérir l'espace, et qui va mettre en place des cellules d'habitat, des capsules individuelles qui vont permettre à l'individu de naviguer partout dans l'espace et à construire son habitat, voilà, à devenir un nomade. Il y a une utopie réalisée de ce courant, c'est le Centre Pompidou. Effectivement, qui est juste là, qui arrive juste après. Effectivement, Archigram invente cette architecture. Et je trouvais intéressant, effectivement, de mettre le Centre Pompidou parce que, voilà, un témoignage historique, l'expression d'une époque qui produit ce projet émanant de deux très jeunes architectes à l'époque, Rogers et Renzo Piano. Voilà, une vision de ce que la technologie et de ce qu'une superstructure technologique peut intégrer d'usage, de polyvalence, de diversité des usages, avec une fête permanente, avec des mobilités permanentes. Et Georges Pompidou aurait dit, il y a de nombreuses sources qui le citent, notamment des notations manuscrites en marge du PV du concours, où il aurait écrit « ça va faire crier ». En effet, ça a fait crier longtemps. Et il faut aussi, je suis sociologue, il y a toute une partie de la population française qui n'aime pas Beaubourg, tandis que l'autre l'adore. Et ça a fait crier, et c'était un édifice qui a paradoxal, puisqu'il a patrimonialisé la culture et qu'il en est à sa deuxième rénovation lourde. Mais au moins, c'est une tentative, je dirais, stimulante, qui est encore... Oui, tant qu'il y a du débat, il y a de la pensée, et tant mieux, on peut que s'en réjouir, surtout aujourd'hui. Je ne pouvais pas ne pas montrer les quelques dessins d'Archigram. Archigram est une célèbre agence d'architectes de ces années 60 qui sont basées à Londres et qui littéralement révolutionnent le champ de l'architecture en proposant des dessins, des BD, des comics, avec voilà, comme si le projet d'architecture se résumait ou se limitait à être un espace de projet, de pensée, avec des mots qui surgissent, avec des collages, avec des photomontages souvent assez spectaculaires, qui sont devenus des icônes de cette époque des années 60. Voilà, bon, je ne rentre pas dans le détail de ces projets de villes cybernétiques, de villes événements, avec en lien là pour le coup c'est vraiment de la BD, ce sont vraiment des magazines de cette époque, obsédés encore une fois au niveau de l'imaginaire et de la culture populaire, la science-fiction est monnaie courante. Ici des maquettes d'architecture
d'Archigramme, le Living Pod, pour ces capsules dont vous voyez que la forme aussi a à voir avec le scaphandre ou le casque du cosmonaute. Et on voit donc émerger ces projets de ville qui introduisent aussi, comme ici, une inquiétude, un tournant, à mesure qu'on avance après mai 68, au début des années 70 ici, vous avez ce collectif d'architectes très politisé à Vienne qui montre aussi cette forme d'inquiétude avec ce casque de mouche où on ne sait pas vraiment si le dispositif technologique est là pour nous libérer, nous emmener très très loin dans l'univers ou serait là plutôt pour nous aliéner, serait là pour nous enfermer. Et vous avez sur la façade d'un bâtiment à Vienne, lors d'une exposition, ce collectif qui vient pluguer cette cellule qui s'appelle Oasis et qui vient dire effectivement la nécessité d'une oasis, d'un refuge. Une bulle environnementale. Il y a Ouais. déjà des questions relatives aux ressources et à l'environnement qui s'ébauchent. Et les projets qui suivent le montrent encore plus. Donc ça, c'est les villes cauchemars de Archigramme, dont on voyait l'optimisme pop, qui effectivement articule dans le même moment, dans le même temps. Donc on n'est pas chez Jankovic dans une critique extrêmement orientée sur le communisme. On est dans un contexte démocratique où des avant-gardes, une jeune architecture alerte sur les dangers du capitalisme, du consumérisme à outrance, avec encore une fois des visions architecturales qui font émerger la peur et la nécessité de protéger. Voilà, ça c'est un célèbre groupe italien, pour finir ce tour d'Europe, qui s'appelle Super Studio, qui produit aussi des visions, des utopies. Ici, c'est les 12 villes idéales, c'est un conte avec 12 visions architecturales et urbanistiques. Ici, une ville muraille infinie dans laquelle les individus vivent chacun reclus dans une cellule individuelle. Et Super Studio reprenait des projets des années 30 de Le Corbusier qu'il radicalisait. En fait, avec ces avant-gardes de l'après 68, on est dans une sorte de stratégie d'aggravation. L'idée, c'est déjà plus vraiment de changer le monde, mais déjà de le sauver. Et l'idée, c'est de montrer le visage que prendrait notre environnement si on tirait les pointillés jusqu'au bout des logiques déjà à l'œuvre. Et ces contre-avant-gardes vont vraiment dessiner ces perspectives non pas pour proposer un nouvel environnement, mais pour montrer ce qui nous arriverait si nous continuions sur cette pente. Oui, et puis il y a toujours, comme dans toute forme de littérature, il y a une intertextualité. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu le disais, c'est une réponse de Super Studio aux propositions des années 20, des années 30 d'urbanisme. Et Guy Debord, à l'époque, l'international situationniste, a aussi eu des architectes pour compagnons. Et Guy Debord a eu cette phrase juste avant mai 68 en disant « Nous sommes sur la même route que nos ennemis, mais nous les précédons encore ». Bon. Je voulais finir par Super Studio et montrer ce dessin également. Je ne sais pas si on le voit à l'écran, le dessin de Jankovic, justement, cette vision qui, pour moi, d'un point de vue purement formel, analogique, fait écho au dessin précédent de Super Studio avec cet horizon vert et jaune, ce vert de l'aube ou d'une vision un peu cauchemardesque. Et vous avez sans doute vu ce grand dessin dans l'exposition pour un centre culturel. Autant dire qu'un centre culturel ou un centre d'exposition à Bratislava en 1975, c'est forcément ironique. Pour moi, ça m'a fait penser à Gulliver et à l'imaginaire des contes, de ce géant qui se retrouve cloué au sol littéralement. Donc il y a aussi cette intertextualité avec l'imaginaire de la science-fiction, du conte, et c'est assez émouvant. Je voulais finir ce parcours par une autre contribution, une autre veine ou une autre tradition dans l'imaginaire de la mégastructure et de l'urbanisme utopique en France depuis les années 60. Vous avez une veine qui, pour moi aussi, j'en parle ici parce qu'elle fait le lien avec l'Europe de l'Est, avec l'Europe centrale. C'est un rapport beaucoup plus affirmé à ce qu'on appelle l'expressionnisme, à l'architecture-sculpture, à une dimension spirituelle
des formes architecturales. Vous avez en France un architecte que peut-être, j'espère, les utopiales mettront à l'honneur un jour, surtout que le Frac-Centre a des centaines de dessins absolument extraordinaires de Claude Parent, qui est un architecte décédé il y a une dizaine d'années, qui est une figure originale en France de l'architecture dans l'après-guerre et qui produit dès les années 60 des grandes utopies. Le dessin est pour lui un outil intellectuel, un outil critique, un outil de refus de toutes les formes de conformisme intellectuel. Il produit des villes-ponts, il rêve de mettre l'humanité sur des pans obliques, de casser la gravité, de casser la mollesse du conformisme et de mettre le corps et l'esprit en mouvement permanent. Et il a produit beaucoup de dessins qui ont évidemment à voir avec la futurologie, la science-fiction, mais comme je le montre ici, c'est un constructeur. Il a vraiment aussi, pour lui, c'est indissociable. Il a construit beaucoup de maisons, de bâtiments en France, notamment cette très belle maison où il poétise le béton, il lui donne des courbes organiques. Le Frac-Centre que j'évoquais, voilà le bâtiment contemporain où sont conservées ces très belles collections de dessins, qui a dans sa forme aussi un rapport à l'architecture sculpture, un rapport à l'expressivité de l'architecture, qui est une ouverture sur, pas seulement sur l'usage, mais sur une dimension spirituelle. Et pour terminer mon parcours, en hommage peut-être à ce que nous a expliqué Enki Bilal hier dans cette même salle, à ce même endroit, une contribution à la sculpture qui vient de Yougoslavie, où il a parlé de ses projets, Enki Bilal, parce qu'il a grandi à Belgrade, jusqu'à ses 10 ans, il était là-bas, et Tito a fait construire en Europe de l'Est des grands monuments entre architecture et sculpture qui étaient là pour commémorer les crises, les grands et les victoires de la culture yougoslave. La dernière image, Enki Bilal disait que Tito voulait mettre en scène dans la chair même de l'architecture, voulait mettre en scène dans la reconstruction du pays la crise, l'entaille, la douleur, et qu'on avance, on avance vers le futur avec toujours ce rapport aux crises du passé, etc. Et personnellement, je suis très impressionné depuis de nombreuses années par la beauté de ces monuments. Il y en a plus d'une centaine partout en Yougoslavie. Et là, ce sont des photos de Jan Kempenirs qui sont conservées au Frac-Centre aussi et que peut-être on montrera aux Utopiales. Je fais de la pub. Voilà. Merci J'espère que c'était pas trop long. Pour ce brillant tour d'horizon. Qui est en même temps un cours d'histoire de l'architecture. Dani. Oui, c'est comment tu préfères, ça dépend si je suis architecte ou dessinateur, j'ai changé Voilà, le nom. un parcours original que je te laisse un peu raconter avant que les images n'arrivent, peut-être si on pouvait régler la question des images, elles sont ici, mais voilà. Oui. Donc, d'où viens-tu? Qui es-tu? Alors, je m'appelle Daniel Epazine comme architecte ou comme personne et Dani Collatéral comme auteur de BD ou dessinateur. J'ai décidé d'utiliser un pseudo, peut-être je vais expliquer pourquoi après. Je suis architecte, j'ai étudié entre Venise, Montréal et Lisbonne architecture. Et dès que j'ai fini mon parcours d'études, j'ai décidé d'aller à Paris, d'aller vivre à Paris et d'aller chercher un boulot à Paris parce que j'étais tombé amoureux de la langue française à Montréal d'abord. Et après, à Paris, bien sûr, c'est une des villes plus importantes au monde au niveau culturel et aussi architectural. Donc, mon idée, c'était d'aller travailler dans des gros cabinets d'architecture pour continuer mon apprentissage. Jean Nouvel, pour ne pas le nommer, puisque c'est le rare architecte français vraiment connu. Ouais, on peut les nommer en plus. À Nantes, il a fait aussi quelque chose. Oui, il a travaillé à Nantes, chez Snohetta aussi. Tu es allé en Norvège. Ouais, du coup, j'ai fait 5 ans chez Jean Nouvel. Après, j'ai décidé d'aller aux États-Unis, mais finalement, je suis tombé en Norvège après qu'on m'avait proposé d'aller en Chine, parce que les architectes bougent beaucoup. Et du coup, finalement, j'ai ouvert les cabinets des Snohetta à Paris. Donc, en fait, j'étais une période en Norvège pour apprendre la méthode de travail à la norvégienne, on peut l'appeler comme ça, plutôt horizontale, qui était totalement différente de celle chez Jean Nouvel, qui était pyramidale ou verticale. Du coup, je suis retourné à Paris pour ouvrir les cabinets des Snohetta. Après, j'ai changé 2 agences encore, j'ai travaillé. Snohetta qui a construit le siège du Monde. Exactement, le siège du Monde à Paris, ou qui a fait les rénovations de Times Square à New York, ou la bibliothèque d'Alexandra en Égypte. Et du coup, voilà, j'ai changé plusieurs agences. La dernière, c'était une agence marocaine qui est basée à Paris. J'étais chef de projet pour les pavillons du Maroc à l'Expo de Dubaï 2020. Et avec les confinements, j'ai décidé de prendre une pause avec l'architecture et je me suis inscrit à un master en scénario BD.
et pour apprendre l'écriture, parce que j'avais déjà publié un album jeunesse, mais qui n'avait pas d'histoire, il n'y avait que des illustrations. Et en fait, c'est à l'issue de ces masters que j'écris un peu mon histoire de mon expérience dans le cabinet d'architecture. Vous voyez quelques planches là, ça c'est la coupe de l'agence que j'ai décrit dans la BD que j'ai dessiné, j'ai écrit, qui s'appelle Je suis Charrette. Et en fait, ces coupes, pour qui connaît par exemple l'agence Jean Nouvel, elle correspond exactement à la coupe de cabinet. Donc en fait, dans cette BD, il y a plusieurs niveaux de lecture. Oui, c'était assez transparent. Il n'est pas nommé dans la BD, mais... Alors, il n'est pas nommé et j'ai changé les noms parce qu'en fait, mon but, ce n'était pas de décrire cette agence-là, c'est de décrire les milieux de l'architecture à un certain niveau ou comment on travaille et on vit l'architecture dans certains cabinets d'architecture dans le monde. Ils sont tous les mêmes, en fait, au niveau des Oui, dynamiques. et donc tu as dit pyramidal, et en même temps assez révélateur de sa génération, c'est-à-dire que Jean Nouvel a éclos sur la scène française en fomentant une petite révolte contre les plans d'occupation des sols à l'époque, avant le PLU. 1976, il va créer un mouvement qui est contre la technocratisation de l'urbanisme, puis ce mouvement va prendre de l'ampleur, va remettre en question le mode d'exercice de l'architecte, et puis mai 81 va arriver. Et il va gagner un gros concours avec Architecture Studio et construire l'Institut du monde arabe, puis avoir une autre trajectoire. Mais il est aussi représentatif de sa génération dans le sens où, comme beaucoup d'architectes, je dirais des vrais boomers, hein, ceux qui ont entre 75 et 85 ans, il pense à gauche, mais il est obligé d'agir à droite. C'est-à-dire que c'est une profession qui a vu ses valeurs s'inverser au moment de mai 68, dont Aurélien a parlé aussi, au moment où quand même les architectes ont tout cassé. Ils ont cassé leur grande école, leur concours d'admission, leur prix de Rome. C'est une sorte de suicide sociologique. Ils se sont jetés dans le vide. Et une des raisons pour lesquelles il y a eu ce coup de Trafalgar, c'est aussi les grands ensembles. C'est-à-dire que ce qui était né de cette pédagogie n'avait plus rien à voir avec les fondements de la discipline architecturale. Il y avait un hiatus très très fort. Et ils ont sauté dans le vide d'une certaine manière, et plutôt sur des idéaux assez radicalement engagés à gauche. Mais l'architecte, il pense à gauche dans sa frange dominante, dans son élite jusqu'à aujourd'hui, mais il est contraint d'agir à droite, c'est-à-dire avec des banquiers, des promoteurs, même des élus socialistes à l'urbanisme. C'est une profession qui est en contact direct avec les réalités de la construction, qui sont des réalités très dures. Et ta bande dessinée montre très bien comment ça interfère avec la vie de l'agence et comment c'est très difficile de concilier ces deux aspects. Il y a un épisode qui est peut-être drôle, que je me souviendrai pour toujours, c'est on était en charrette, du coup pour qui ne sait pas le terme charrette, ça veut dire qu'on travaille beaucoup, on passe des jours et des nuits sur un projet parce qu'on a un rendu. Et du coup, ça veut dire que tu travailles jour et nuit, même les week-ends. C'était 10h30 les Alors, soirs. charrette pour le public, c'est une expression qui date de la pédagogie de l'école des beaux-arts où ils étaient obligés de rendre des grands panneaux, des très grands panneaux, et qu'ils emmenaient avec des charrettes au palais des études pour qu'ils soient jugés par le jury des professeurs. Et donc, c'est resté dans le langage courant qui dit je suis charrette, sous-entendu, je dois finir mon projet pour l'emmener au jury. Tout ça est bien expliqué dans la BD, hein, si quelqu'un l'a lu ou si vous êtes intéressé. Du coup, on était charrette et c'était 10h30 les soirs. On commande à manger comme d'habitude pour attendre que Jean Nouvel arrive. Et au final, on nous dit désolé, mais il est en train de dîner avec François Hollande. Et donc là, on s'est dit, bah, ok, on n'a aucun espoir d'être en priorité. Du coup, en fait, on a passé la nuit blanche pour rien et on l'a vu notre jour. Mais ça, en fait, c'était intéressant pour moi d'écrire ce type de cabinet parce que c'est un cabinet exceptionnel et particulier. Et des situations qu'on vit dans ces cabinets, on ne les vit pas dans des autres cabinets parce que c'est lié à la politique. C'est quelque chose qui est lié aussi à la politique internationale parce qu'il y avait des chèques qui débarquaient à Paris. Et à ce moment-là, ce n'était pas les chèques qui venaient à l'agence, mais c'était Jean Nouvel qui allait à l'hôtel parce que les chèques ne se déplacent pas. L'échec, c'est le moment où Jean Nouvel faisait son projet de musée à Abu Dhabi. Ouais, exactement. Il y avait Le Louvre à Abu Dhabi et le Musée national du Qatar à Doha. Et moi, j'étais justement à l'agence en ce moment-là. Et voilà, en fait, donc la chose intéressante, et pour faire un peu un parallélisme avec la présentation qu'on a vue avant, c'est que dans ce type de cabinet, on fait vraiment beaucoup, beaucoup de projets. Moi, j'ai eu la chance de travailler dans celle qu'on appelle la cellule concours. Du coup, c'est des gens qui travaillent que sur des concours. C'est des gens qui sont experts dans un certain domaine. Donc, il y a les graphistes, les gens qui sont experts de modélisation 3D, les paysagistes, les graphistes. Et du coup, on travaille sur plusieurs projets en même temps, mais la plupart de ces projets, c'est seulement nous qu'on les voit. Ils sortiront jamais, ils seront jamais construits.
Et du coup, on les appelle architecture des papiers parce qu'ils resteront sur les papiers ou aujourd'hui sur des images digitales. Mais voilà, donc en fait, j'ai eu la chance de travailler en 5 ans sur une centaine de différents projets d'architecture, mais je pense que seulement une dizaine ont été construits ou sont encore en chantier parce qu'après un projet d'architecture d'une certaine taille, il prend des années. Et notamment la situation ou les projets que j'ai décrits dans la BD de Ficharet. Alors, j'ai tout changé parce que je me suis pris la liberté d'écrire une histoire intéressante pour les lecteurs, mais c'est basé sur l'expérience de mon stage et notamment sur les concours de la tour Éclat à la Défense, qui c'est la dernière tour qu'on a construite à la Défense. Et du coup, elle a été construite il y a 2 ans et moi, les stages, je l'ai fait en 2012. Donc, en fait, l'écart entre les projets dessinés et les projets construits, dans les cas d'une tour, c'est 10 ans. Et d'ailleurs, c'est ton patron de l'époque qui a cette formule. Il a eu beaucoup de formules assez réussies. Il a dit l'architecture est un art à mèche lente. Oui, ça explose, mais la mèche est très lente. Exactement. Donc voilà, dans la BD, en fait, j'ai profité un peu de cette expérience que je me suis rendu compte d'être assez particulière. À chaque fois que je l'ai raconté à des amis, ils étaient intéressés parce que c'est quelque chose de pas forcément connu. Mais moi, avec mes collègues, on vivait la même excitation qu'on pouvait voir dans les milieux de la mode et du cinéma. Et donc je me suis dit, pourquoi pas en écrire une BD et que moi, je la vois un peu comme les mélanges entre Les Diables s'habillent en Prada ou The Office, les deux séries télé, avec cette attitude un peu drôle et absurde et folle de ces milieux. Je dois dire que je n'ai pas trop inventé parce que les personnages déjà s'est prêté dans la réalité à être scénarisés et aussi les événements. Tu montres un personnage assez capricieux, en effet, assez imprévisible, et en même temps qui construit son aura à travers ces traits-là de caractère. Et c'est pas un hasard si nos deux architectes français, même les trois, les plus prestigieux, si on considère que le prix Pritzker, c'est le prix Nobel de l'architecture comme l'équerre d'argent et le prix Goncourt de la... Bref, il y a des sortes d'équivalences comme ça implicites. Nos trois architectes français qui ont reçu la plus haute récompense mondiale ont tous les trois des agences qui sont attachées à leur nom. Alors qu'il y a plein d'autres agences qui s'appellent, je sais pas, Lascaux, Architecture Studio, qui sont anonymes ou qui sont des acronymes. Eux, c'est leur nom qui est mis en avant. Oui, je pense que déjà, du nombre d'une agence d'architecture, on comprend l'organisation à l'intérieur, c'est la façon dont on travaille, quand il y a les noms de la personne, évidemment, est très lié à l'architecte qui l'a fondé. Et le questionnement, c'est quand cet architecte sera plus là, qu'est-ce qu'on va faire de cette agence? On a déjà vu des agences qui ont fermé, des agences qui ont continué, essayant voilà, déjà terminer les projets construits, parce que comme on a compris, peut-être il faut 10 ans pour terminer un chantier. Mais des autres agences, comme par exemple Zadid, si quelqu'un la connaît, bah, elle est décédée assez jeune. Cette agence avait beaucoup à dire, surtout parce qu'il y avait les deuxièmes de cette agence qui, quand même, ils savaient où ils voulaient aller, mais et on a perdu quand même un peu de la personnalité de cet architecte. Donc, est-ce que c'est toujours la même agence ou pas? Est-ce qu'il y a toujours le même intérêt de faire appel à ce type d'agence ou pas? Oui, ça pose toute une série de questions. Et qui est l'auteur du projet? Celui qui a eu l'idée d'une esquisse un jour sur un coin de nappe, ou celui qui a développé le projet durant des mois et des mois, qui a surveillé le chantier? Et après, il y a aussi un questionnement, parce qu'aujourd'hui, on a tendance d'avoir de moins en moins des agences avec les noms de l'architecte, parce qu'en fait, il y avait cette époque, un peu des années 80-90, avec cette ambition de devenir archistar, comme on les appelle, et c'est justement la figure dont je me moque un peu dans cette BD. Aujourd'hui, on a moins cette envie, on voit l'architecture plutôt comme un métier qui peut aider et la population à vivre mieux et pas forcément un architecte à s'imposer avec l'image d'un bâtiment qui contribue à bâtir l'image d'une ville. Et on appelle encore beaucoup ces architectes-là les architectes dans des pays où ils ont besoin peut-être de se construire une image de la ville. Mais voilà, on a un peu évolué dans cette démarche. Donc, de moins en moins, les agences ont cette envie. Et aussi, les architectes, les gens architectes qui sortent de l'école ont moins envie de travailler pour ce type de cabinet, ont moins envie de faire une charrette et ont plus envie d'avoir une démarche participative et horizontale dans la façon de travailler. Oui, et nous en parlions justement avec Aurélien ce midi. Il y a une figure aujourd'hui qui est tout à fait regardée par les étudiants, c'est l'auteur anti-auteur. C'est-à-dire l'auteur architecte qui prône l'anti-auteur architecte. Et il y a une figure qui est très connue en France, qui a d'ailleurs travaillé, qui a construit le lieu unique, hein, où a lieu aussi une partie de ce festival, qui est Patrick Bouchin, qui a d'une manière très subtile su jouer sur cette construction d'une figure anti-auteur, tout en existant en tant qu'auteur.
Et c'est une dialectique qui aujourd'hui est, je dirais, encore une fois, la plus regardée par la génération qui arrive. Et ça pose tout un tas de questions sur le mode d'exercice. Est-ce que c'est transmissible? Est-ce que c'est répétable? Comment on va être payé? Euh, Quel service? Ça pose tout un tas de questions qui sont en germe dans les écoles où j'enseigne et que je regarde évoluer. Et les générations qui arrivent s'en saisissent et le reformulent à leur manière. Aurélien, tu veux? Oui, non, c'est pour abonder dans le sens de ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que la question de l'auteur est effectivement mise en crise parce que la seule architecture qui soit juste, qui soit légitime, qui soit valide, c'est celle qui est juste par rapport aux usages qu'elle rend possible. Donc la question de la forme architecturale, de l'image, du rendu est quelque chose qui fait problème. C'est-à-dire que l'intérêt n'est pas du tout dans l'image. Donc ici, pour un public fasciné par la science-fiction, par l'image, on est plutôt depuis 68 en fait, hein, dans une approche extrêmement sociologique de l'espace euh, qui vise à se méfier de toutes ces utopies formelles, etc., qui sont, voilà, encore une fois, l'architecture. Donc il y a urgence politiquement, socialement, à construire des espaces de vie, d'usage, de partage, et toute la veine écologique hein, qui émerge aussi après 68, elle est liée à ça, elle est liée à cette approche-là. En attendant que sans doute peut-être des questions émergent dans la salle, c'est le moment. Daniel et toi justement, tu as bifurqué, tu me disais. Ouais, j'ai bifurqué et là je suis auteur de BD en temps plein et peut-être on peut même changer des slides d'images parce que du coup là on a vu des planches de ma première BD, je suis charrette sur mon expérience d'architecte et là je viens de sortir une BD de science-fiction, c'est même pour ça que je suis là, qui s'appelle Flatland, peut-être quelqu'un connaît les romans originaux des Abbott, c'est un des premiers romans de science-fiction de l'histoire et c'est sûrement les premiers livres qui abordent l'existence de la quatrième dimension. Et je pense que je pense sûrement, c'est l'effet que j'étais architecte qui m'a permis aussi de faire cette BD. Parce que dans cette BD, on aborde les passages entre une dimension à l'autre. Donc, comment on passe de la dimension 2 à la dimension 3 et puis la dimension 4 jusqu'à la dimension infinie. Et je pense que c'est l'effet que j'ai travaillé comme architecte plusieurs années, notamment dans cette cellule de création d'images chez Jean Nouvel, qui m'a permis d'apprendre plusieurs logiciels qui aujourd'hui m'ont permis de dessiner aussi un certain type de dessin et du coup de passer de la 2D à la 3D jusqu'à l'animation qu'aujourd'hui j'ai commencé à faire. Donc aujourd'hui j'ai mis en pause l'architecture pour me dédier à quelque chose que je ne vois pas comme quelque chose de différent. Moi, ma méthode de dessin en BD, je l'appelle architecturale. Donc, comme en architecture, on essaie de s'adapter à un contexte et de définir un projet par rapport à son environnement. Moi, dans la BD, je fais la même chose. J'essaie de m'approprier du contenu d'un livre, que ce soit moi-même ou que ce soit un autre qui l'a écrit, pour le traduire avec des images. Et du coup, avec cette méthode architecturale, une fois que j'ai défini le contexte, j'ai défini aussi la meilleure façon de les dessiner. C'est pour ça que dans chaque BD que je dessine, il n'y a pas forcément une cohérence graphique. Je change des logiciels, je change des outils, du coup les images vont changer, la mise en page va changer et la narration aussi sera différente. Alors d'une certaine manière, tu dis que tu n'as pas abandonné l'architecture. Non, pour Tu as moi, bifurqué. en fait, l'architecture aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs métiers. Il y a la personne qui dessine, il y a par exemple, quand j'étais chez Jean Nouvel, moi, j'ai jamais fait du chantier de ma vie. Ok. Les personnes qui font du chantier dans une grosse agence font que ça. C'est la division du travail. À une certaine échelle, en fait, les compétences sont tellement poussées qu'il y a pas, et c'est pas possible qu'une figure puisse gérer tout. Même Jean Nouvel Sauf en Jean soi, Nouvel, qui est l'auteur. Mais c'est une justement, fiction. c'est C'est une presque fiction. une figure à un C'est autre une fiction. niveau qui a tout sous contrôle et en même temps a rien sous contrôle. Et voilà, donc en fait, moi, je pense que sans trop en être conscient, j'étais toujours attiré quand j'étais archi à temps plein par la partie conceptuelle et artistique du métier. Et c'est ça, en fait, qui m'a poussé à toujours travailler avec les images, que ce soit des images 3D de rendu ou des images 2D, comme là on voit. Et aujourd'hui, en fait, je me retrouve dans la BD que je me sens à l'aise tout en ayant un regard un peu neutre sur ce monde que je ne connais pas forcément beaucoup. Mais en fait, j'apporte mon savoir-faire d'architecte, ma vision architecturale, mes outils que j'ai développés pendant des années de travail comme archi pour essayer de faire voilà, des BD architecturales et graphiques aussi et qui sont cohérents avec mon parcours et aussi avec les contenus des livres qui sont en lien avec ce que j'ai fait aussi. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous pour le temps qu'il nous reste? Je vois une main se lever ici.
une là-bas au fond. Bonjour. Excusez-moi, du coup, je suis par ici. Merci pour vos interventions. Je voulais vous poser la question de toutes les utopies urbaines et architecturales qu'il y avait pu avoir, comme Charles Fourier avec les phalanstères, qui, je crois, sont à la base de la cité radieuse. On a aussi pas mal parlé des symbioses entre le vivant et le minéral dans les précédentes conférences. Où ça en est l'architecture de toutes ces grandes idées maintenant et dans l'avenir proche? Le plan centré a toujours une valeur communautaire. Si vous faites référence au Familistère et à Fourier, cette figure-là, elle est inaltérable. Le nouveau siège de Google, il est circulaire. Comme la saline de Chaux était circulaire, le projet de Ledoux, et on n'a réalisé que la moitié. Et le phalanstère de Fourier, il est sur un plan circulaire. Il y a toujours cet idéal communautaire avec la figure centrée. Ça reste une sorte de permanence dans l'esprit d'une collectivité réconciliée avec elle-même. Oui, ça reste une figure valide pour imaginer un monde idéal, oui. Avec ensuite toutes les apories du quotidien. Hein. Il y avait une autre question. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour ce tableau que vous nous avez brossé de l'architecture. Moi, j'y connaissais absolument pas grand-chose, donc c'est hyper intéressant. La question que je me pose, c'est que depuis quelques années, on voit beaucoup de projets d'individus qui ne sont pas forcément des architectes, qui essaient de concilier leur vision de l'écologie, de l'éco-conception, de la réappropriation de la nature dans leur construction et dans leur quotidien. Aujourd'hui, quelle est la position des architectes sur justement cette pression éco-anxiété et en même temps les attentes de leurs potentiels clients qui veulent avoir des bâtiments qui sont fonctionnels, qui ont un impact, mais qui en même temps aient éventuellement des coûts qui soient relativement raisonnables et qui restent potentiellement avec une vision un peu capitaliste de la production? Alors, vous mettez le doigt sur une des vraies lignes de clivage qui parcourent en ce moment le monde des architectes. Alors, il y a eu un architecte qui s'est fait connaître, peut-être vous le connaissez dans la salle, Vincent Calbeau, qui a fait des perspectives de gratte-ciel verdi, un peu irénique et onirique, une sorte de monde vert. Je dirais que ça, c'était les années de développement durable. Et les années de développement durable, c'était à la fois un slogan un peu mou, on allait continuer comme avant, mais mieux, plus vertueusement, et assez unanimiste, parce qu'on est tous d'accord. En fait, on est tous d'accord pour faire moins de dégâts, quoi. Mais en même temps, on n'est pas tous prêts à changer de vie, et puis promettre des lendemains qui décroissent, c'est un peu dur. Vous imaginez un homme politique qui vient et dit, ben voilà, vous allez voyager moins, vous aurez moins d'enfants, vous aurez moins d'objets, vous habiterez plus petit, votez pour moi. Celui-ci, en démocratie, il va avoir du mal. Bon. Je pense, alors ça c'est une hypothèse personnelle, le confinement a amené un vrai effet de cliquet. Et la décroissance, qui auparavant était un mot qui ne pouvait pas coller à l'imaginaire de l'architecte, parce que c'est très difficile d'imaginer un projet décroissant. Quand vous transformez quelque chose, vous consommez forcément de la ressource. Et puis vous imaginez forcément que ce sera mieux après qu'avant, sinon vous ne feriez pas de projet. C'est pour ça que l'homme fait des projets, l'homme et la femme, l'être humain. On partage 99,9% des chromosomes avec les grands singes, les chimpanzés, les bonobos, mais un anthropologue célèbre, Maurice Godelier, a mis en œuvre, en exergue le fait que les grands singes avaient des relations sociales très compliquées, très complexes, aussi complexes que les nôtres, qu'on partageait 99,9 et quelques % de notre patrimoine génétique, mais qu'ils ne changeaient jamais leurs règles de vie en société. Et nous, il se trouve qu'on change nos règles de vie. On fait des projets. C'est pour ça qu'il y a un festival qui s'appelle les Utopiales. Et c'est pour ça que l'utopie existe, c'est qu'on n'est pas content de la manière dont ça marche, donc on essaye sans arrêt de changer les règles. On fait de l'histoire, comme on dit, parfois pour le meilleur et pour le pire aussi. Bon. Donc la décroissance, après le confinement, dans ce contexte-là, est arrivée. Et c'est très difficile de s'en saisir en faisant un projet. Autant le développement durable était mou et unanimiste, autant la décroissance, elle est dure et clivante. Et moi, je perçois plutôt le moment où ces deux visions vont s'entrechoquer de manière assez rude. Et alors,
pour aller dans votre sens aujourd'hui, et nous en parlions tout à l'heure, le mouvement, comment je dirais, l'engouement de la génération qui arrive, elle est plutôt par exemple en faveur du localisme, du retour au sein du monde rural, de l'attention renouvelée aux matériaux traditionnels, le chanvre, la paille, la chaux, un projet paille terre crue par exemple, si vous proposez ça à un studio de projet en master, vous faites le plein. Si vous proposez en revanche un projet de gratte-ciel, il n'y aura pas grand monde qui viendra vous voir. Donc oui, il y a une sorte d'engouement partagé en ce moment par la génération qui arrive pour un modèle alternatif. Mais je pense que c'est encore un peu incoatif parce que tant que le système de rémunération de l'architecte, et là je parle en sociologue, n'aura pas bougé, ce sera très, très difficile de s'inscrire dans la division du travail qui a été tout à fait bien décrite par Daniele et de voir sa pratique reconnue et rémunérée à sa juste valeur. Ça va être on arrive à un moment assez compliqué, je pense, qui risque de mal finir d'une certaine manière, enfin, qui risque de finir dans la difficulté. C'est un autre penseur, hein, c'est Gunther Anders. Il y a tout un sillon de Hans Jonas, Gunther Anders, de disciples d'Heidegger qui ont pensé ces questions-là. Mais à gauche, plutôt qu'Heidegger ne les pensait à droite, sinon à l'extrême droite. Et Gunther Anders dit à un moment donné dans un de ses ouvrages, l'écologie n'est pas compatible avec le capitalisme. Bon. Et il ajoute, pour moi, le régime politique qui pourrait convenir à une mise en œuvre vraiment écologique d'une nouvelle politique de développement, c'est une tyrannie douce. Il utilise ce mot tyrannie douce. Bon, voilà, je laisse ouvert les positions de chacun, parce que là, on entre dans un débat vraiment politique, sans doute pas le lieu. Donc l'architecte est confronté à ça en première ligne. Et malheureusement, ce n'est pas lui qui a les clés, les solutions de ces questions-là. Parce que par ailleurs, la plupart de mes collègues sont convertis à l'écologie. J'enseigne à l'école d'architecture depuis 30 ans, et ils sont assez pionniers même sur ces questions-là. Il y a une autre question, j'ai vu le micro arriver. Oui, juste ici. J'aurais une question pour Daniele par rapport à votre travail du coup en BD, puisque vous vous y consacrez maintenant. Vous avez évoqué votre rapport à l'architecture et votre influence, l'influence de l'architecture pardon, sur votre BD aujourd'hui. Je sais qu'il y a pas mal de BDistes qui ont cet apport-là dans leur travail. Je reconnais au niveau de l'exposition à Pompidou qui a pu avoir sur la BD l'année dernière, si je ne me trompe pas. Il y avait une section sur justement le rapport à l'architecture. Je pense à l'auteur Chris Ware notamment, qui a une part importante de l'architecture dans la BD. Mais je me demandais du coup, pour vous, quels sont les autres apports au niveau de la BD, notamment si vous aviez des références majeures dans votre travail de BD qui seraient des auteurs de BD en fait. Ça, c'est une belle question parce que alors il faut maintenant que j'avoue que j'ai presque jamais lu des BD avant 2020 justement, que c'était l'année du confinement, et je suis pas le plus grand expert des BD du coup, et en fait j'ai découvert des auteurs comme notamment Chris Ware, qui je pensais mon auteur préféré des BD pendant ses masters en scénario BD, et j'ai découvert parce que je peux dire en Italie on n'a pas la même culture qu'en France au niveau des BD, qu'il y avait une façon différente de faire de la BD ou d'utiliser les langages visuels pour raconter une histoire, comme Chris Ware l'a fait d'une façon magistrale. Et du coup, je me suis intéressé à cette façon de raconter les choses différemment, qui est un peu en décalage par rapport à la BD classique, et que moi j'adore parce qu'en fait, on peut le faire seulement en BD. Donc la BD que j'essaye de faire, c'est une BD qui moi j'appelle plutôt une expérience, comme quand on lit Chris Ware, on a une expérience qu'on ne pourrait pas avoir avec un autre médium. On ne pourrait pas l'avoir avec un film, on ne pourrait pas avoir avec un livre, mais c'est seulement l'ensemble des dessins, des textes et surtout du storytelling qui crée cet ouvrage. Donc aujourd'hui, je suis des auteurs qui ont un peu cette démarche. Je pense qu'une autre BD qu'on peut citer, que moi j'adore, c'est La couleur des choses. Et c'est une BD, on peut le définir aussi architecturale, qui a une démarche un peu de mettre l'infographie dans le monde de la BD. Il y a des autres auteurs comme Miguel Villa, c'est juste pour faire des noms, qui sont aussi des auteurs qui empruntent Chris Ware, qui font des coupages de la planche différentes. Ils utilisent beaucoup les blancs, les vides en fait, pour donner un rythme à la narration. Et moi j'adore, c'est peut-être moins architectural, c'est plus artistique, mais il y a cette démarche aussi, Brett Evans, dans sa démarche. Et là, j'ai
à continuer la liste parce qu'en fait, il y en a beaucoup et j'ai peur de laisser de côté les noms importants. Mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, la BD, et je dirais surtout en France, la BD francophone a permis une liberté énorme aux auteurs, des petites maisons d'édition aussi, hein, qui en fait offrent la possibilité d'expérimenter et d'avoir la possibilité, par exemple, vous voyez, ça c'est une planche de ma BD, c'est absurde que ça soit de la BD, mais c'est de la BD, d'utiliser un langage graphique et formel qui on n'est peut-être pas habitué à aller voir dans le monde de la BD. Du coup, en fait, on prend, voilà, moi je suis architecte, je prends de mon parcours d'architecte et je les mets dedans, et du coup, en fait, on a cette possibilité de donner des inputs. Et c'est vrai, il y a beaucoup d'auteurs de BD qui étaient architectes, et je trouve que c'est intéressant parce que, comme on disait, l'architecte, c'est aussi une profession qui permet pas seulement de construire, mais aussi de dessiner. Mais de l'autre côté, quand j'ai fait ma BD sur l'architecture, je me suis dit, mais combien d'architectes ont vécu mon expérience d'architecte, c'est-à-dire travailler dans des cabinets de ce type-là? Il n'y en avait pas. C'est souvent des archis qui ont étudié l'architecture, mais qui ont arrêté et qui se sont mis à dessiner. Et du coup, voilà, il manquait un peu cette possibilité de raconter vraiment les dessins d'archi. Tout à l'heure, vous avez vu des coupes, des plans, des élévations qui sont vraiment tirés d'un vrai projet d'architecture dans la BD. Et quand j'ai travaillé, je me rendais compte que nous, chaque jour, on sortait plein de dessins incroyables que personne n'allait jamais voir. Parce qu'après, si les concours étaient perdus, ils allaient être jetés à la poubelle. Et ça aussi, c'était une histoire. Et je me suis rendu compte aussi qu'à chaque projet, chaque concours, en fait, on devait rendre un dossier et c'était une histoire parce qu'on devait raconter l'histoire de ces projets. Donc, en fait, chaque projet d'architecture a une mini-histoire, une mini-BD en soi. Et ça, en fait, j'ai essayé de l'intégrer dans cette BD. Voilà, je ne sais pas si j'ai un peu... Ah oui, il y a une histoire parallèle de l'architecture. Je vois qu'on a un panneau rouge qui nous indique qu'on dépasse. Il y a un débat qui suit. Oui. Donc, on ne va pas solliciter une autre question. C'est pas raisonnable. Merci. Je vais juste dire qui est intéressé. Pendant 1 heure, je serai à la librairie pour, si vous voulez continuer la discussion ou pour des dédicaces.